Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Voici le sommaire. Le Premier ministre est à Doha, au Qatar, où il participe à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Occasion pour les représentants des 46 pays concernés et les partenaires, comme les Nations Unies et le Qatar, d'évaluer et adopter un nouveau plan d'action en faveur du développement des pays les moins avancés. Dans cette édition, nous parlerons surtout des rencontres bilatérales que le chef du gouvernement a eues sur place avec certains partenaires. L'invité de ce 13h dimanche est Demba. L'invité de ce 13h dimanche, est Demba Sidibé. Il est coordinateur du projet Agropole. C'est le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako. Un programme lancé cette semaine par le ministre en charge de la question. À suivre toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche et puis le journal de sport. Ce sera avec vous, Famourou Diourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page de sport ce dimanche? Deux disciplines sont au menu de la page sport, le football et le basketball. En football, nous parlerons des 16e de finale de la Coupe du Mali, des demi-finales de la CAN de moins de 20 ans et quelques matchs intéressants à suivre en Europe ce dimanche. En basketball, il sera question de la première journée du championnat national de première division. Les sports à ne pas manquer avec Famourou Diourté dans une vingtaine de minutes. Et puis de la culture dans cette édition avec le numéro spécial de l'émission culturelle Lambétigui qui a été enregistré hier soir ici à Bamako. C'est une coproduction RTG-ORTM. Une émission coparrainée par les présidents des CNT de Guinée et du Mali. Cheikh Oumar Sangaré sera là pour nous faire le point de l'enregistrement de cette émission spéciale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, encore une fois bonjour et bienvenue. Dr Shogel Kokala Maïga, chef du gouvernement, vous le savez, est à Doha au Qatar où il participe à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, occasion pour les représentants des 46 pays concernés et les partenaires comme les Nations Unies et le Qatar d'évaluer mais aussi adopter un nouveau plan d'action en faveur du développement des pays les moins avancés. Un plan d'action qui s'étale sur 10 ans avec comme objectif de changer le statut des pays les moins avancés et celui des pays de pays développés. Et justement, en marge de cette conférence, le Premier ministre a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar et le secrétaire général des Nations Unies. Avec le premier, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et la gestion des déplacés. Avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il a surtout été question de l'évolution de la situation politique et sécuritaire ainsi que les choix stratégiques opérés par les autorités maliennes. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Doha, Sidiki Dambélé et Aruna Diarra. Des retrouvailles entre le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga et le vice-premier ministre du Qatar. Retrouvailles car les deux personnalités s'étaient rencontrées en mois de mars dernier ici à Doha à la faveur d'une conférence internationale. Les échanges ont porté essentiellement sur la lutte contre le terrorisme, la prise en charge des déplacés et réfugiés et le mois de Ramadan qui pointe à l'horizon. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous avons expliqué que le principal défi de notre pays aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme qui est en train d'être vaincu sur tous les plans par notre armée. Et donc tout ce qui peut être fait à notre pays dans le cadre du renforcement de cette lutte est la bienvenue. Nous avons parlé aussi de la nécessité pour notre pays de faire face à la mise en condition des différents réfugiés qui sont en train de gagner leur lieu de résidence. C'est une question majeure pour le gouvernement du Mali et le président de la transition, de faire de la problématique des réfugiés internes et externes une question majeure. Bien entendu, nous ne pouvions pas passer sous silence l'approche du mois de Ramadan, qui est un mois de fête et de méditation pour les musulmans, voir comment est-ce que nos amis du Qatar pourraient appuyer leurs condisciples au Mali.
Et enfin, nous les avons invités de venir au Mali, discuter avec les Maliens, voir les priorités des Maliens et où est-ce que nous pouvons nous donner la main pour travailler ensemble. Autre personnalité rencontrée par le Premier ministre, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui les échanges ont été francs. La lutte contre le terrorisme, la question de la MINUSMA et les choix stratégiques du Mali, tout a été évoqué. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. La priorité de nos pays aujourd'hui, c'est la paix, la sécurité. Tout ce qui se fait avec nous doit obéir au triptyque indiqué par notre président. Mais surtout que la lutte contre le terrorisme doit se mener de notre point de vue de façon efficace au niveau de chaque pays. La vision que le Mali a aujourd'hui, c'est de faire des États forts bilatéralement, que chaque État puisse être suffisamment solide. Ce que nous voulons avec la communauté internationale, c'est de la compréhension et le dialogue réciproque, notamment le cadre de la MINUSMA, nous en avons parlé. Il faut un dialogue approfondi avec les ministères concernés, notamment la défense et les affaires étrangères, pour ne pas laisser l'impression qu'un ami qui est invité peut aller là où il veut ou qu'on lui fait des restrictions. J'ai cru comprendre qu'on s'est très bien entendu et bien compris. C'est ce que nous souhaitons, c'est pour cela que nous parlons partout où nous partons. Nous évoquons les difficultés réelles que notre pays a, qui sont souvent différents du narratif qui est donné ici et là, où on ramène tout à des élections. Maintenant, au niveau du secrétaire général aussi, nous avons compris son message. À toutes ces personnalités, le Premier ministre a fait le point des avancées significatives du processus de transition. Doha, Sidiki Dambélé, Aruna Diarra pour l'ORTM. Ici, au Mali, les femmes ne veulent plus être le dindon de la farce, oui. Elles sont décidées à porter haut leur voix afin de respecter la loi 052 et demandent la création d'une ligne budgétaire pour le fonctionnement des organes du mécanisme institutionnel du genre au niveau national, régional et local. Ce sont là plutôt quelques recommandations qui ont sanctionné les travaux du séminaire de réflexion sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles au Mali. On fait le point de cette cérémonie de clôture avec Koumba Sissé. Les voilà au terme des travaux de 5 jours de réflexion sur la question genre dans le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles au Mali. Il s'agit des différents acteurs venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako. Cette initiative vise à toucher du doigt la problématique de l'accroissement du nombre de femmes dans les fonctions nominatives et électives au Mali. Sayon Doumbia, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Vous avez procédé à une analyse sans complaisance du panorama des réformes politiques, électorales et administratives dans le cadre du processus de refondation au Mali, de l'état des lieux de la mise en œuvre de la politique nationale genre et ses mécanismes institutionnels et de la stratégie nationale de planification et de budgétisation sensible au genre, de l'analyse FOM, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunité, des principaux acteurs institutionnels pour une prise en compte plus accrue du genre dans les réformes politiques, électorales et administratives en cours et à venir au Mali. Des recommandations et une feuille de route issues des travaux de groupe ont été partagées avec l'assistance. Boare Bintou Foune Samake, présidente du réseau panafricain pour la promotion des droits des femmes. À l'adresse des autorités et pouvoirs publics du Mali, faire l'audit genre des politiques et programmes des départements ministériels et des institutions. Veiller à l'application effective de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 relative à la promotion du genre. La création d'une ligne budgétaire pour le fonctionnement des organes du mécanisme institutionnel du genre au niveau national, régional et local. À l'adresse des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, garder une position de neutralité dans les limites des textes qui les encadrent, prendre en compte la dimension genre dans les conseils de village, des quartiers et des fractions. Les organisateurs de ce séminaire et leurs partenaires s'engagent à suivre de près ces plaidoyers pour qu'enfin les femmes puissent définitivement bénéficier de leurs droits relatifs à l'accès aux postes nominatifs et électifs.
On en vient à l'invité de ce trésor dimanche. Le Mali vient de lancer un gigantesque programme. Oui, c'est le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako. Cette première phase de ce vaste projet agropole nécessitera un investissement de plus de 13 milliards de francs CFA et le Mali bénéficie de l'accompagnement de la Banque africaine de développement. On en parle avec l'invité donc de ce trésor dimanche, le coordinateur du projet, Demba Sidibé. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce qui a motivé le lancement d'un tel projet dans le contexte actuel au Mali? Merci bien. Vous savez que notre agriculture souffre beaucoup dans beaucoup de compartiments. Il y a des résultats quand même, des résultats dans le domaine de la culture du coton. Mais concernant les produits agroalimentaires, il y a grand chose à faire. C'est ce qui fait que le Mali a initié un vaste programme de développement de 12 agropoles. Il s'agit de créer un véritable pôle de développement agro-industriel dans les grands bassins de production portés par le secteur privé et l'investissement privé dans le but de générer la croissance durable et des emplois. Ce qui est très important, pourquoi le choix de Bankmana? Bankmana, c'est dans le Mandé. On va parler de ce choix tout à l'heure, mais quel est l'objectif ou quels sont les objectifs visés à travers ce vaste projet? L'objectif est de réduire l'importation de produits agricoles, de produits transformés. Vous savez, chez nous ici, nous importons toutes sortes de produits alimentaires, alors que nous pouvons nous-mêmes les transformer chez nous ici. Donc de réduire l'importation de ces produits alimentaires et de créer des pôles agro-industriels. Nous avons des compétences, nous avons des hommes, nous avons des structures, nous avons des associations qui existent. Si nous parviendrons à les regrouper, nous pouvons quand même les injecter dans la production agro-industrielle. Selon quelques chiffres officiels, le secteur agricole contribue à 40% au produit intérieur brut, PIB, et occupe près de 80% de la population active. Quelle sera la valeur ajoutée avec ce parc agro-industriel? Ce parc agro-industriel, d'abord, sur le plan infrastructure, apportera 35 unités de production, 35 usines. Ça va apporter à peu près 250 emplois. Chaque unité sur les 35 va générer 150 emplois. Ça, c'est très important parce que dans la zone du Mandé, c'est l'orpaillage qui intéresse beaucoup la jeunesse. Et ce projet est venu pour vraiment les amener à la terre, pour qu'ils puissent aller venir travailler sur la terre et développer l'agriculture dans leur zone. Ils ont la terre qui est très riche, ils ont de l'eau tout autour. Vous savez, le fleuve Niger n'est pas loin de Bankmana. Et les potentialités agricoles existent. Justement, vous évoquez Bankoumana, c'est là que sera implantée justement cette unité industrielle, alors que le pays compte quand même de grands bassins de production comme les régions de Ségou et Sikasso. Pourquoi le choix justement de Bankoumana? Bon, c'est un choix pilote d'abord parce qu'on a essayé de voir la proximité d'abord du projet. On a pu travailler avec le responsable de la zone industrielle, d'aménagement de la zone industrielle, qui nous a montré le site de Bankmana qu'on pouvait prendre comme site pilote, compte tenu de sa proximité à 2 km de la ville et à moins de 200 mètres de Goudron et à moins de 50 km de Bamako. Donc ça pouvait être vraiment un projet pilote sur lequel nous pouvons faire un vrai suivi et évaluation. Et quelles sont les composantes du programme que vous dirigez? Il y a 4 grandes composantes du programme. Il y a la composante appui à la gouvernance et aux mesures incitatives. Il y a le développement des infrastructures et appui à la transformation agricole. Vous avez appui aux acteurs clés, parce qu'il faut qu'on ait des acteurs, des filières porteuses, parce qu'il faut des filières porteuses aussi, et nous avons la gestion du projet. Par rapport à ça, il y a des sous-composantes sur lesquelles les activités sont axées. Alors,
la concrétisation de ce projet, quand est-ce qu'on verra réellement ce projet réalisé sur le terrain? Et c'est un grand projet, un projet vraiment dynamique. Je pense que quand les autorités vont beaucoup s'engager et accompagner le projet avec les partenaires au développement, nous pouvons très rapidement, d'ici la fin de 2023, commencer les travaux. Et quelles sont les stratégies développées pour mobiliser l'argent prévu pour investir dans ce projet? On parle de 13 milliards de francs CFA. Oui, il y a une cellule de coordination qui existe, qui est là, dont je suis le coordinateur, composée de 9 experts spécialistes. Et nous avons une unité de gestion qui est là, qui va gérer les fonds. Et nous allons faire passer les marchés. Il y a tellement de dossiers, il y a tellement de contrats qu'il faut faire passer, surtout dans le domaine des infrastructures. Les 13 milliards sont déjà mobilisés? Si, les 13 milliards sont déjà là. Donc, place à l'exécution maintenant. Place à l'exécution, justement. Un message particulier avant de vous laisser passer? Un message, je tiens beaucoup à remercier le gouvernement, à remercier particulièrement le ministre du Développement Rural, parce que le projet avait pris beaucoup de retard. Sa mise en vigueur, c'était en 2020. De 2020 à 2023, voire le lancement, ça a demandé beaucoup vraiment de courage et d'engagement du ministre, son Excellence Modibo Keïta, que je remercie sur ce plateau ici. Vraiment, il s'est engagé. Il s'est engagé pour que ce projet puisse voir le jour. Et aujourd'hui, au Mali, la transformation agro-industrielle, nous en avons besoin. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il n'y a eu que quelques unités de transformation. Généralement, je fais un rappel à l'UCOMA qui faisait du Caritea, voire la Socoma qui faisait de concentré de tomates. Et à part ça, maintenant, il n'y avait plus rien. Donc, tous ceux qui sont venus, c'est des fabriques, c'est des industries, et tout s'est fait localement. Qu'on arrête la transformation locale, qu'on puisse aller vers l'industrialisation. Monsieur Demba Sidibé, je rappelle que vous êtes coordinateur du projet Agropole. C'est le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'actualité internationale dans quelques instants. Démonstration de force en Tunisie à l'appel du syndicat UGTT. Près de 3000 personnes sont mobilisées pour protester contre l'arrestation d'un syndicaliste. La manifestation a pris une dimension politique avec la hausse de ton du secrétaire général Noureddine Taboubi contre le président Haïs Saïed en évoquant les récents événements touchant les migrants subsahariens dans le pays. On en sait plus avec vous, Lassina Keïta. C'est une mobilisation générale à l'appel de l'Union générale tunisienne du travail. Environ 3000 personnes ont battu le pavé pour dénoncer l'inflation à un mois du Ramadan avec pour symbole des baguettes de pain à la main et des pancartes avec le slogan « Ne touche pas à mon UGTT ». Mais rapidement, la manifestation syndicale a pris une dimension politique car le pays fait face à une situation sociopolitique à analyser quand le secrétaire général de l'UGTT hausse le ton en rappelant que la Tunisie est une terre de tolérance et saluant les politiciens et les militants actuellement en prison dans sa déclaration. Noureddine Taboubi fait référence à la vingtaine de personnes arrêtées ces dernières semaines dans le monde politique, juridique et celui des affaires. Ainsi, l'UGTT assume une position politique. Selon un syndicaliste, la situation est compliquée, faisant allusion au refoulement à l'aéroport d'un syndicaliste espagnol cette semaine et également l'ordre de quitter le territoire pour une autre syndicaliste européenne venue soutenir l'UGTT. Cela montre la pression du pouvoir sur les leaders syndicaux. L'Union générale tunisienne du travail devrait soumettre d'ici à 2 semaines sa feuille de route pour une sortie de crise. Une initiative débutée avec certaines associations depuis début janvier. En attendant, l'UGTT appelle au dialogue. Après son exil au Tchad, l'ex-président centrafricain François Bozizé, désormais en Guinée-Bissau, il a atterri vendredi soir à Bissau, ce qui l'éloigne un peu plus de son pays d'origine. On en parle avec vous, Mohamed Sangari, bonjour. Et bonjour Ibrahim Traoré. Vous avez suivi de près ce dossier avec ce nouvel exil politique de l'ancien président centrafricain loin de son pays. Eh bien, c'est un souhait des actuels présidents tchadiens et centrafricains.
Oui, Ibrahim, l'exil de François Bozizé dans une capitale éloignée de la Centrafrique était en discussion depuis un certain temps. La présence de François Bozizé au Tchad dérangeait l'actuel président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, qui craint une nouvelle tentative de coup d'État de son prédécesseur, mais elle dérangeait aussi le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui souhaite entretenir de bonnes relations avec son voisin de la Centrafrique. Il y a des semaines, Mahamat Idriss Déby Itno et Faustin Archange Touadéra se sont discrètement rencontrés à Luanda, capitale de l'Angola, sous la médiation de leur homologue Joao Lourenço, le principal intéressé qui refusait jusqu'à présent ce nouvel exil, a finalement accepté l'offre d'hospitalité du président bissau-guinéen. À son arrivée à Bissau, l'ancien dirigeant de 76 ans a été reçu par le président Oumarou Embalo Sissoko. J'ai accueilli l'ancien président centrafricain pour des raisons humanitaires envers un frère africain et sur demande de la communauté d'Afrique centrale. Dans un communiqué, la coalition des patriotes pour le changement, l'alliance de groupes rebelles centrafricains coordonné par l'ancien chef d'État, déclare que cet éloignement ne constitue pas un obstacle dans sa volonté de continuer le combat de la libération du peuple. Pour une source proche de la présidence, c'est un ouf de soulagement pour les Centrafricains épris de paix. Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. Un peu plus loin, au pays du soleil levant, c'est un fait inédit qui ne passe pas inaperçu, oui, pour lutter contre la chute des naissances au Japon. Le Premier ministre a promis des mesures sans précédent. L'une d'entre elles consiste à réduire la dette étudiante pour ceux qui feraient des bébés. Pas drôle pourtant. Alors, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Cette mesure du chef du gouvernement japonais ne passe pas du tout chez ses compatriotes, n'est-ce pas, hein? Tout à fait, Ibrahim Traoré. Cette mesure a valu aussitôt au Premier ministre japonais Fumio Kishida une vague de critiques. Vous l'avez dit, l'État exige un bébé en contrepartie d'un allègement de la dette étudiante. C'est une mauvaise mesure pour remédier à une démographie catastrophique, estime la sénatrice Noriko Ishigaki. Comme pour dire « payer avec notre corps », s'exclame un utilisateur sur Twitter. Les mesures du Parti conservatoire au pouvoir reviennent à traiter les humains comme un bétail s'indigne un autre. Certains pensent que le gouvernement laisse délibérément sa population dominée plutôt que de s'ouvrir à l'immigration. De son côté, le député conservateur Masaki Shibayama répond à ces critiques en disant, je cite, « Cette mesure vise à soutenir financièrement des familles et non à sanctionner des foyers sans enfants ». Fin de citation. En 2022, le nombre de naissances au Japon est passé sous la barre de 800 000, soit 2 fois moins qu'il y a 40 ans. Face à une telle chute de naissances, le pays se retrouve à la limite de l'incapacité de pouvoir continuer à fonctionner en tant que société, selon le Premier ministre Fumio Kishida. Autre conséquence, le Japon pourrait perdre un tiers de sa population d'ici à 2060, précise le chef du gouvernement. Merci beaucoup, Bourama Traoré. Avant de revenir à l'actualité nationale, juste quelques nouvelles en plus bref, notamment au Madagascar où l'insécurité alimentaire s'aggrave dans le sud-est après le passage du cyclone Freddy. Et puis l'on note également dans l'actualité africaine au Sénégal, la nouvelle garde à vue d'un journaliste inquiète les défenseurs des libertés. Et enfin au Nigeria, les machines à voter controversées seront utilisées pour l'élection des gouverneurs, précisent les autorités du pays. Retour à l'actualité nationale dans quelques instants. Le numéro spécial de l'émission culturelle Lambétigui a été enregistré hier soir au Centre international de conférences de Bamako. C'est une coproduction RTG-ORTM. Pendant plus d'une heure, les paroliers maliens et guinéens ont reconstitué l'histoire de l'Empire mandingue, le rappel de l'origine des patronymes, une première qui vise à renforcer les liens de coopération entre le Mali et la Guinée. On en parle avec vous, Cheikh Oumar Sangaré. Bonjour. Bonjour, Mme Traoré. Alors, vous avez suivi l'enregistrement de ce numéro spécial. Que peut-on en retenir essentiellement? Retenir que ce coup d'essai fut un coup de maître. Simplement, ça fut une grande réussite et ça fait plusieurs heures plutôt d'enregistrement hier soir dans un décor qui met en exergue les
les indéniables liens socio-culturels entre les peuples du Mali et de la Guinée. Ça suffit une nuit de l'oralité au cours de laquelle la parole a vraiment eu son pesant d'or. Donc face aux animateurs Nouman Kouyaté de la RTG et Adama Kanouti de ORTMD, trois paroliers, Adama Djabati, on l'appelle la source, il est venu de la Guinée-Conakry, précisément de Sigiri, Bourama Soumano du Mali et Alou Djabaté, ils ont étalé tour à tour l'histoire du peuplement du Mandé, dans sa diversité, dans sa richesse, avec des messages très forts. Hier, c'était tout simplement émouvant et ce voyage dans l'univers fascinant mandingue est né de la volonté de l'ORTM et de la RTJ d'accompagner la vision commune des deux pays, de cheminer ensemble. Donc, les présidents des CNT des deux pays ont parrainé et étaient présents jusqu'à la fin de la cérémonie. On écoute les impressions du colonel Malik Diaw, président du CNT du Mali, juste après la soirée. Les signaux sont forts. Il y avait des messages de réconciliation, de cohésion nationale, mais surtout, les autorités des deux pays ont été rassurées que nous sommes vraiment sur le bon chemin et nous sommes vraiment en train de bien finir ce que nos devanciers avaient commencé. Et c'est l'occasion pour moi, encore une fois de plus, de saluer cette initiative et de remercier les deux médias, à savoir l'ORTM et la RTG pour cette initiative. Également remercier les deux peuples, le peuple guinéen et le peuple malien, qui sont vraiment au cœur de tous ces changements. Donc saluer les deux peuples m'amène également à saluer les deux chefs d'État, à savoir le colonel Doumbouya et le colonel Assimi Goïta, pour leur vision éclairée. Voilà, donc la Guinée est arrivée avec une très forte délégation, Ibrahima Traoré, conduite par le président du CNT de la Guinée, Dansa Kourouma, qui a aussi, en tout cas, qui nous a confié aussi ses expressions juste après la soirée. On écoute. Le Mali et la Guinée, on entendait parler. L'histoire du Mandingue, on entendait parler. Mais aujourd'hui, on a eu des sources de vérité qui sont une inspiration indélébile. Le Mali, c'est la grande source. Et le Mali et la Guinée, c'est l'autre source. Et nous avons en commun un héritage dont nous avons l'obligation de respecter et de perpétuer. Enfin, la culture nous a réunis aujourd'hui. Ce n'est pas pour danser, c'est pour écouter, nous rappeler d'où l'on vient, pour se projeter dans l'avenir. Je crois, et c'est une conviction profonde, et que ce qui a été tracé par nos pères fondateurs, ce qui a été tracé sur la charte de Koulkanfouga, à Koulkanfouga, en ce qui concerne la charte, nous sommes sur le point de matérialiser. Voilà, donc Ibrahima Traoré, c'était une soirée, en tout cas, qui a tenu toutes ses promesses et sur tous les plans pratiquement. Et il faut noter que l'ORTM et la RTG entendent aller au-delà de cette soirée pour, en tout cas, formaliser un partenariat et cheminer ensemble pour accompagner cette volonté au niveau des deux pays. Merci beaucoup, Cheikh Oumar Sangaré, pour toutes ces précisions. L'actualité des sports dans quelques instants. Les sports, Famoulou Djourté, bien installé à mes côtés. Hein? Très bien, Ibrahima Traoré. D'abord du football, avec les matchs des 16e de finale de la Coupe du Mali qui se poursuivent ce dimanche. Hein? Oui, une seule rencontre au programme. À 15h30, Bouroumassa accueille l'Aistral de Bamako, stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Le reste des rencontres comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Mali de football se joue mercredi 8 et jeudi 9 mars. Ces résultats ont été enregistrés ce samedi avec une seule surprise, c'est l'élimination de l'AS Police, club de l'élite, par l'AS Alençon, 8-7 au tir au but. Le score était de 1 but partout après prolongation. Hormis cette contre-performance des policiers, tous les cadors ont assuré, même si ça a été un peu plus compliqué pour d'autres. Les demi-finales de la CAN U20 se jouent ce lundi. Sénégal-Tunisie est la première affiche des demi-finales ce lundi à 14h. Finaliste de 3 des 4 dernières éditions, le Sénégal a fait honneur à son statut en faisant un sans faute en phase de groupe, 3 matchs et autant de victoires. De son côté, la Tunisie monte en puissance et le deuxième du groupe C a éliminé le Congo au terme d'un quart de finale complètement fou, 3-3 après prolongation et 5-4 au tir au but. Pour retrouver les demi-finales, comme lors de la précédente édition, mais avec l'ambition cette fois de parvenir à aller plus haut.
Toujours ce lundi, à 17h, la Gambie sera face au Nigeria, troisième de la précédente édition. La Gambie est l'équipe qui impressionne le plus depuis le coup d'envoi du tournoi. Après 3 victoires en phase de groupe, les Scorpions U20 ont étrié le Soudan du Sud 5-0, invité surprise en quart. La Gambie tentera d'atteindre la finale en faisant face à un Nigeria toujours redoutable chez les catégories de jeunes et qui a sorti le vice-champion en titre ougandais en quart de finale 1-0. CHAN 2022, le Maroc et l'Algérie échappent à la sanction de la CAF. Un mois et demi après avoir annoncé l'ouverture de 2 procédures en marge du CHAN 2022, la Confédération africaine de football CAF a annoncé ce samedi son verdict concernant le Maroc et l'Algérie. Le premier était poursuivi pour avoir boycotté la compétition, le second pour les propos polémiques et politiques tenus lors de la cérémonie d'ouverture. Ce sont les Lions de l'Atlas qui encouraient les sanctions les plus graves puisque leur forfait de dernière minute a obligé le groupe C du CHAN à jouer avec 3 équipes. Une amende de $150,000 et une exclusion pour les 2 prochaines éditions du tournoi faisaient partie des peines possibles. Finalement, le jury disciplinaire de la CAF a fait preuve de clémence. Pour rappel, le Maroc réclamait l'autorisation d'un vol direct Rabat-Constantine, mais les autorités algériennes ont fermé l'espace aérien entre les 2 pays en septembre 2021, ont refusé et la seule alternative pour les Lions de l'Atlas aurait donc consisté à rejoindre l'Algérie en faisant un détour par un pays tiers, une excuse donc jugée recevable par la CAF. L'autre dossier chaud concernait l'Algérie en tant que pays hôte avec des chants anti-marocains entonnés en tribune et les propos politiques et polémiques tenus par l'invité Jueli Felile Mandela lors de la cérémonie d'ouverture. Le petit-fils de Nelson Mandela avait notamment décrit le Sahara occidental comme la dernière colonie présente en Afrique, des propos qui avaient évidemment été perçus comme une provocation par les Marocains au vu du contexte diplomatique explosif entre les 2 pays. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a insisté sur le principe de neutralité politique et l'instance au cours des dernières semaines. La CAF a certainement voulu éviter les polémiques et jouer la carte de l'apaisement en décidant de ne sanctionner aucun des 2 rivaux. C'est toutefois le Maroc qui risque gros, qui s'en tire le mieux dans ce dossier et qui pourra donc participer aux prochaines éditions du CHAN. Revenons sur le terrain avec Al Ahly d'Égypte qui a gagné son match en retard de la première journée de la Ligue des champions de la CAF ce samedi. Oui, les Égyptiens ouvrent les hostilités dès l'entame du match. À la première minute de jeu, Mohamed Chérif ouvre le score. Une belle entame de match pour les locaux qui double la mise à la 40e minute de jeu. Dominateur, le club égyptien revient de vestiaire avec les mêmes envies et les mêmes intentions. Il parviendra à inscrire le 3e but dans les arrêts de jeu, 90e minute. Alors 3-0 face à l'AS Vita Club de la RDC. Un match totalement maîtrisé avec une large victoire à la clé. Les Camerounais n'ont pas su résister face à l'armada égyptienne qui termine le match avec 74% de possession de balle. Al Ahly est désormais 3e dans son groupe avec 4 points, un groupe B dominé par Mamelodi Sundowns, 7 points. Déjà vendredi, le Wydad de Casablanca a remporté lui aussi son match en retard de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Dusan Vlahovic pourrait remplacer Karim Benzema à la pointe de l'attaque du Real Madrid la saison prochaine. Selon les informations du journal espagnol AS, le Real Madrid aurait ciblé le remplaçant idéal à Karim Benzema. Il s'agit de l'attaquant serbe de la Juventus, Dusan Vlahovic, âgé de 23 ans. Il a un profil plutôt similaire à celui de l'actuel buteur des Merengues et pourrait parfaitement se fondre dans l'effectif madrilène. Du côté de la Juventus, le club ne serait pas contre non plus de laisser partir son attaquant. Les problèmes économiques du club seraient la principale raison de ce choix. Le contrat de Vlahovic avec la vieille dame court jusqu'en 2026. Il faut noter que cette saison est difficile sur le plan physique pour Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid s'est blessé à 7 reprises et a même manqué la Coupe du Monde à cause de son problème à la cuisse droite. Le numéro 9 inquiéterait donc un peu son club pour la suite de sa carrière puisqu'il a déjà 35 ans. Le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions peine à trouver de la stabilité physique. Le club merengue penserait donc à un joueur pour le remplacer. Fomourou Djourti, quels sont les chocs à suivre ce week-end dans les championnats européens? Excepté l'Allemagne, ce dimanche, il y a au moins une affiche intéressante dans chaque grand championnat européen. Cet après-midi, les yeux seront rivés sur la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Ligue 1 française avec des chocs à couper le souffle. En Angleterre, Liverpool accueille Manchester United, un match aux allures d'un classico tant la rivalité entre les deux formations est phénoménale. Les Reds supérieurs aux Mancuniens ces 2 dernières années devront sortir le grand jeu
face à un rival qui a repris du poids de la bête. En Espagne, le FC Barcelone, leader du championnat, reçoit Valence à 15h15, temps universel. Les Catalans doivent se méfier d'une équipe de Valence relégable et qui joue sa survie. En plus, les Barcelonais restent sur une défaite en championnat face à Almeria de l'international malien El Bilal Touré. À 20h, le Real Madrid se rend à Séville pour défier le Betis. Avec 7 points de retard sur son ennemi juré, le FC Barcelone, en tête du classement, la victoire est plus qu'impérative pour les merengues pour ne pas laisser le Barça filer tranquillement vers le titre. En Italie, la Roma sera face à la Juventus à 19h45, 5e avec 44 points. La Roma de José Mourinho rêve toujours de la Ligue des Champions. La Juventus reste sur 4 victoires consécutives en championnat. Et puis en France, il y a Rennes-Marseille aujourd'hui à 19h45. Après la claque reçue à domicile en championnat contre le Paris Saint-Germain 3-0, les Marseillais se sont également fait éliminer de la Coupe de France par Annecy mercredi. De grosses désillusions pour le club phocéen face à Rennes du capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré. Même s'il ne sera pas de la partie pour cause de blessure, l'Olympique de Marseille devra se ressaisir pour ne pas laisser filer le PSG et se faire rattraper par ses poursuivants. Les Bretons, quant à eux, sortent d'une victoire importante contre le FC Nantes à l'extérieur. De quoi bien aborder cette rencontre. En basketball, il n'y a pas eu de surprise à l'issue de la première journée du championnat de première division. Tous les favoris ont respecté leur rang lors de cette journée initiale de la saison 2023 de l'élite du basketball malien, même s'il reste un match en retard qui va se jouer le mercredi 8 mars entre l'AS Real de Bamako et le Stade malien de Bamako chez les messieurs. En clôture de la première journée ce samedi du côté des dames, Calaban Sport Club a dominé le Djolobassé 76-51. L'ISFAS a pris le meilleur sur le centre Salamatou Maïga de Caille 83-71. Chez les messieurs, l'ISFAS a largement battu le Segui de Caille par 77-43 et le duel Atar Club de Kidal Djolobassé a tourné à l'avantage des Kidalois par 84-58. Vendredi, en dames, l'AS Real a été battu 85-56 par le Stade malien de Bamako. L'AS Police a gagné 79-75 contre l'AS Commune 6. Du côté des messieurs, l'AS Police a dû attendre la dernière seconde de la partie pour l'emporter 67-66 face à l'AS Mandé. La deuxième journée du championnat national de basketball de première division hommes et dames est programmée pour le week-end prochain. En NBA, Joel Embiid a brisé la série de Milwaukee la nuit dernière. Oui, Milwaukee restait sur 16 victoires de suite en NBA, mais ça, c'était avant d'affronter Philadelphie la nuit dernière, car oui, la série a pris fin face aux Sixers. Ces derniers l'ont emporté sur le fil 133-130. Si Giannis Antetokounmpo a encore sorti l'artillerie lourde avec 34 points et 13 rebonds, Philadelphie a aussi pu compter sur sa superstar Joel Embiid. Le Camerounais a planté 31 points, distribué 10 passes et récupéré 6 rebonds. C'est son 44e double-double de la saison. Par ailleurs, George Niang, 16 points et surtout James Harden, 38 points, ont aussi participé à la fête. Toronto a aussi remporté son match. Les Raptors ont battu Washington 116-109. Pascal Siakam a comptabilisé 15 points et 7 passes. Merci pour toutes ces informations sportives. Famourou Djourté. Focus Santé. Focus sur la clinique périnatale Mohamed VI située à Sébéni-Koro, en commune 4 du district de Bamako. La clinique périnatale Mohamed VI est une structure purement publique. C'est un hôpital de 3e référence qui assure exclusivement la prise en charge des grossesses à risque. Elle a été offerte au Mali par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Baraki Sawatara. La clinique périnatale Mohamed VI est loin d'être un établissement privé. La structure sanitaire a été gracieusement offerte au Mali par le roi marocain Mohamed VI. Elle a pour mission la prise en charge des grossesses à risque. Lassine Koulibaly, directeur général adjoint de la clinique périnatale Mohamed VI. La mise en œuvre de la politique nationale de la santé dans le domaine de la santé de la maman, de l'enfant et du nouveau-né. De conduire également les travaux de recherche dans le domaine de la santé de la reproduction, à la surveillance épidémiologique. Le personnel est 100% malien et bien formé avec un plateau technique ultramoderne qui prend en charge l'ensemble des pathologies pour lesquelles la structure a été créée. Lassine Koulibaly, directeur général adjoint de la clinique périnatale Mohamed VI. Les pathologies liées aux grossesses à risque. Il s'agit des grossesses qui évoluent sous certaines pathologies, principalement l'hypertension artérielle,
et le diabète. La clinique périnatale Mohamed VI possède 2 services clés. Il s'agit du service de gynécologie obstétrique et la pédiatrie. Dr Abdoulaye Sissoko, gynécologue obstétricien à la clinique périnatale Mohamed VI. Le diagnostic anténatal, c'est-à-dire le dépistage de certaines pathologies de l'enfant, c'est-à-dire les malformations cardiaques et aussi certaines malformations. Le service de pédiatrie assure la prise en charge des nouveau-nés et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Là également, le plateau technique est de taille. Professeur Fatoumata Léonie François Diakité, pédiatre néonatologue. Nous avons plusieurs couveuses, l'appareil de régler la température corporelle des nouveau-nés. En plus, nous avons l'appareil de surveillance des fonctions vitales comme le scope. Nous surveillons la respiration, le cœur avec cet appareil. Nous avons aussi, pour la gestion des problèmes respiratoires des nouveau-nés, une machine qui respire à la place du nouveau-né. Le processus, la ventilation artificielle ou ventilation mécanique. À côté, il y a également un service de réanimation, de l'imagerie médicale, de laboratoire et un service de pharmacie hospitalière. Le service de réanimation et des soins intensifs a une capacité de 16 lits. Seydina Alioune Bey, médecin réanimateur à la clinique périnatale Mohamed VI. Donc vous avez là ici un box de réanimation équipé d'une colonne de pousseret, de machines d'assistance respiratoire et de moniteurs pour voir les paramètres de la patiente, pour voir à quel état la patiente se trouve et pour nous alerter sur toutes les situations utiles que nous pourrons résoudre. Avec tous ces équipements de dernière génération, la structure est faiblement fréquentée parce qu'avec l'appellation clinique, beaucoup de nos concitoyens pensent qu'elle est privée. Cependant, l'atout majeur de la structure est la présence d'un système de sauvegarde de données qui permet de sauvegarder tous les examens réalisés au service de radiologie sur une période de 20 ans. Comme perspective, elle prévoit une extension de son plateau technique pour la prise en charge de nouvelles pathologies, dont l'insuffisance rénale qui nécessite la dialyse aiguë. Elle envisage également la réalisation d'une centrale de production d'oxygène. Focus Santé. 13h41 sur nos antennes. Fin de ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré, à la réalisation Lassina Keita. La coordination éditoriale Bourama Traoré. Retrouvée dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. Excellent moment de radio à notre compagnie. Au revoir.